Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amandine Souton, je travaille au comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe du tourisme durable. Ça tombe bien parce que pour cette dernière table ronde, la dernière de la journée, donc je vous propose tous de vous dynamiser pour ce dernier moment. On va parler tourisme bas carbone, décarbonation du tourisme, en essayant d'analyser le rôle que peut prendre l'alimentation. On pense que l'alimentation a un rôle important, en tout cas peut-être même crucial à jouer sur ces enjeux de décarbonation du tourisme. Alors j'ai la chance d'avoir trois super intervenants avec moi de grande qualité qui nous viennent d'un petit peu partout. Donc d'abord Eva Genel, qui est fondatrice d'une entreprise, d'une start-up qui s'appelle FIG, Food Index for Good, qui nous expliquera un petit peu de quoi il en retourne, mais qui accompagne des restaurateurs sur l'évaluation et sur la réduction justement de leur impact carbone. Ensuite, Sylvain Morin, qui est directeur général du Relais Thalasso de l'île de Ré et qui a entrepris un certain nombre d'initiatives, d'actions innovantes pour pouvoir travailler sur ces sujets d'alimentation durable. Et puis Philippe Labourdette, qui nous vient du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, où il est fondateur en fait, d'une structure d'accueil touristique qui s'appelle Cap Cabane et qui est très intéressé sur ces sujets-là. Alors, je voulais qu'on reparte un petit peu du point de départ pour qu'on ait un niveau de connaissance un peu commun sur ces enjeux de décarbonation et de quoi on parle derrière tout ça. Alors, de manière très simple, le constat aujourd'hui, il est sans appel. Le tourisme est déjà impacté par le changement climatique. On le voit avec l'accélération des phénomènes météorologiques un petit peu partout. Et de la même manière, le tourisme impacte le changement climatique. D'après la dernière étude de l'ADEME, le tourisme serait responsable d'environ 11% des émissions de gaz à effet de serre, aux trois quarts en lien avec la problématique des transports, des mobilités. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on doit tous collectivement travailler. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on a un peu fait ce même travail d'évaluation et on sait aujourd'hui que le tourisme représente environ 9 millions de tonnes de CO2. Alors ça ne parle pas trop quand on donne un chiffre un peu comme ça, mais ça représente en gros les émissions annuelles de 900 000 Français. Alors derrière, on retrouve toujours ce poids des mobilités, c'est à peu près 56%. Alors, ce n'est pas étonnant, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on a à peu près 80% de nos touristes qui viennent dans notre région avec des modes de transport dits carbonés, donc l'avion, la voiture. Donc, on sait qu'on doit essayer d'accélérer cette bascule. Mais néanmoins, 56%, ça ne fait pas 100%. Et donc, quand on regarde les autres postes d'émissions, eh bien, on voit que le deuxième, en fait, c'est l'alimentation, à hauteur de 15% en fait, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du tourisme. Donc 15%, c'est pas rien. Derrière, c'est des enjeux de consommation d'énergie, c'est des enjeux de consommation de viande, c'est des enjeux aussi de gaspillage alimentaire. Donc on va revenir bien sûr sur tous ces sujets-là. En parallèle, on sait aussi, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, qu'il y a une évolution au niveau des attentes des clientèles. Et c'est vrai qu'on avait fait une étude au niveau du comité régional du tourisme et on s'est rendu compte que dans l'imaginaire associé au tourisme durable, il y a un imaginaire fort autour du localisme, consommer local, consommer des produits locaux, prendre le temps pendant ses vacances justement d'aller faire des petits marchés, d'aller rencontrer des producteurs. Cet imaginaire, il est fort, on le constate aussi dans les pratiques. On a à peu près 6 touristes sur 10 qui disent qu'en vacances, justement, ils vont consommer local. Mais néanmoins, on sait qu'entre l'énonciation de ces bonnes intentions et puis le passage à la pratique, il y a toujours une différence. Et surtout, si on doit accélérer sur les enjeux de transition, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus le choix, sinon on va quand même dans le mur. Et que de la même manière, au niveau français, au niveau régional, on s'est engagé dans une baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre par an. Ça semble pas beaucoup, 5%, mais c'est très, très important. Donc, on sait qu'on va devoir tous y aller et que tous, collectivement, au niveau des acteurs du tourisme, il va falloir qu'on trouve des solutions autour de ces enjeux. Alors, on va en parler plus précisément, de savoir comment on peut attraper le sujet, comment on peut s'y prendre. Et du coup, Eva, peut-être pour démarrer, nous expliquer un petit peu plus en détail quels sont les enjeux derrière cette question alimentaire. Et puis, qu'est-ce que toi, tu proposes pour accompagner les acteurs, notamment les restaurateurs qui veulent s'engager? Alors évidemment, dans l'immédiat, en 2023, même en 2024, si on parle aux restaurateurs de décarboner et de faire un effort pour l'environnement, ça ne va pas forcément résonner beaucoup, ce n'est pas encore leur préoccupation. Ils sont encore un peu sous le choc de la crise sanitaire, et donc ils ont des préoccupations qui restent très économiques pour l'instant, et on les comprend. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on décarbone notre alimentation, eh bien, en même temps, c'est favorable aussi d'un point de vue économique.
J'expliquerai peut-être ça un petit peu plus en détail. Et puis, il y a une autre bonne raison de décarboner notre alimentation, qui est l'impact, en tout cas pour un restaurateur, sur son personnel. C'est la deuxième préoccupation des restaurateurs que nous accompagnons, c'est en général des difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs équipes. Or, un restaurant qui a une vraie démarche pour l'environnement, qui a vraiment mis du sens dans ce qu'il fait, est plus attractif qu'un restaurant qui vit encore, j'ai envie de dire, à l'ère pré-réchauffement climatique. Donc, la raison d'être de décarboner notre alimentation, c'est à la fois, bien sûr, décarboner, hein, ça, on est bien d'accord, mais c'est tout autant consolider les marges et puis rendre l'établissement plus attractif pour son personnel et aussi, bien sûr, pour les clients. Alors, nous, notre approche, donc on a créé FIG, qui est basé à Bordeaux il y a maintenant 4 ans à peu près. Notre approche, c'est vraiment de faire du sur-mesure avec les restaurateurs et en particulier de commencer par mesurer. Parce que tant qu'on ne mesure pas notre empreinte carbone, on peut essayer de l'améliorer, mais ça sera très imprécis et on ne saura pas évaluer les progrès qu'on a fait entre le moment où on s'y met et puis les actions qui ont été mises en place. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une approche empreinte carbone et non pas une approche seulement qualitative qui recommanderait un certain nombre d'actions au restaurant. On est vraiment sur de l'estimation de leur empreinte carbone. Alors c'est un petit peu compliqué bien sûr parce que ça veut dire qu'il faut récolter des données assez précises, mais c'est un peu le prix à payer de faire une vraie mesure pour être ensuite au plus juste et au plus impactant dans les actions qu'on leur recommande. Et ça a pour la destination l'avantage énorme de permettre une mesure d'impact. Parce que là encore, ça veut dire qu'entre la situation initiale et la situation finale, on est capable de mesurer précisément l'impact qu'on a. Donc notre approche consiste à estimer d'abord l'empreinte carbone du restaurant, l'aider à la réduire et puis ensuite estimer la différence, en fait l'impact qu'on a eu. Ce sont des programmes relativement courts sur 6 à 8 mois maximum parce que voilà, il faut garder le restaurateur motivé. Et puis, peut-être juste pour terminer, on a expérimenté cette approche-là sur des restaurants. Enfin, on est en train d'expérimenter cette approche sur des restaurants en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a travaillé avec 10 restaurants à Bordeaux. On a démarré une quinzaine entre La Rochelle et Châtelaillon. Donc, voilà, pour... L'idée, c'était de valider, en fait, que notre approche fonctionne. Et donc, à la fois valider les outils qu'on utilise, qui sont des calculateurs, un calculateur carbone spécifique, vraiment dédié aux restaurants, construit avec et pour les restaurateurs, qu'on a travaillé avec le soutien de l'ADEME. Et puis, non seulement le calculateur, mais aussi la démarche, c'est-à-dire qu'il y a des actions qu'on propose au restaurant et qu'il ne pourra pas ou ne voudra pas mettre en place, c'est naturel. Donc il faut qu'on lui trouve suffisamment d'actions différentes pour qu'il s'y retrouve et que l'une de ces actions lui parle. L'intérêt de l'empreinte carbone aussi, indépendamment du fait qu'on mesure comme ça une situation initiale et une situation finale, ça va être de regarder à 360. C'est-à-dire on regarde au sein du restaurant le contenu de l'assiette, l'aspect énergie, l'aspect déchets, l'aspect mobilité. Enfin, on regarde vraiment l'ensemble des actions du restaurant de façon à pouvoir faire des efforts en fait, là où le restaurateur en a envie aussi. L'idée, c'est de déclencher un premier pas. Est-ce que justement, sur ces postes d'émission, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui impacte le plus? Est-ce que c'est le fait d'avoir de la viande dans son assiette? Est-ce que c'est le gaspillage alimentaire? Est-ce que tu as des petits éléments là-dessus? Alors, quand on regarde l'empreinte carbone d'un restaurant moyen, en fait, entre 50 à 80% de l'empreinte carbone totale du restaurant, c'est lié au contenu de l'assiette. Donc, alors évidemment, on ne va pas arrêter de manger, bien sûr, mais ça veut quand même dire que c'est l'axe le plus facile à travailler. C'est celui qui va être extrêmement rentable, entre guillemets. Enfin, ça va tout de suite avoir un gros impact si le restaurant est capable de travailler sur le contenu de son assiette, donc d'aller sur des produits plus vertueux, respecter mieux les saisons, éviter les produits qui voyagent en avion, rééquilibrer entre la viande et la part végétale, rééquilibrer entre les différentes viandes vers des viandes plus économes en carbone.
C'est ça qui va avoir un très gros impact et on peut vraiment assez facilement, comme le montre notre expérimentation à Bordeaux, arriver à une réduction d'empreinte carbone d'une vingtaine de pourcents en quelques mois. On a un restaurant qui est allé jusqu'à 39% de réduction d'empreinte carbone en 6 mois. Donc c'est vraiment et sans changer de concept, hein, on peut travailler vraiment des ajustements de la carte qui vont avoir un très gros impact. Une petite question, tu parlais d'économie, c'est vrai que c'est assez important parce qu'on a l'impression que quand on doit aller sur du durable, forcément, ça va nous coûter cher et en plus, on ne va pas gagner d'argent. Donc, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur d'essayer d'avoir vraiment cette balance sur le volet économique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors nous, notre credo, c'était de se dire, si on parle d'écologie, on va toucher 1 pour 1000 des restaurateurs et encore. Alors que si on leur parle d'économie, on a des chances de toucher beaucoup plus largement. On veut vraiment pouvoir s'adresser à tous les restaurants, débutants sur l'angle environnemental, quelle que soit leur taille, le nombre d'employés, etc. Et pour ça, la seule façon, c'est vraiment d'avoir des économies à leur proposer à la clé, au minimum en tout cas, que ça ne coûte rien, mais même d'avoir des économies. Quand on travaille sur la sobriété énergétique, par exemple, on peut arriver à diminuer la consommation énergétique jusqu'à 15%, 10% facilement. Les 5% suivants, on peut les gagner, mais un petit peu plus difficilement. Mais ça va se voir beaucoup sur une facture d'électricité. Quand on travaille sur le gaspillage alimentaire, c'est pareil, on estime qu'il y a à peu près 10% des prix, de l'argent qui sert à acheter les matières qui va directement à la poubelle. Donc quand on arrive à travailler vraiment sur le gaspillage alimentaire, on peut faire des économies significatives aussi. Et puis de la même façon, si on rééquilibre l'assiette avec un petit peu moins de viande, un petit peu plus de végétal, là encore, ça peut faire des économies que nous, on conseille toujours de réinvestir dans des produits plus vertueux, des produits locaux, des produits bio, des produits de qualité, parce que ça donne une valeur pour le client. Évidemment, le restaurateur ensuite est libre de le faire ou non, mais en tout cas, ces actions, le respect des saisons, éviter les produits avions, tout ça, c'est des actions qui vont rapporter vraiment directement des économies aux restaurateurs. Merci Eva. On va passer la parole à Sylvain. Donc Sylvain, je le disais, est directeur général du Relais Thalasso Île de Ré, qui a entrepris depuis 3-4 ans un certain nombre d'actions innovantes, en tout cas très engagées sur sa structure, pour devenir la première thalasso éco-responsable de France. Il y a eu pas mal de récompenses par rapport à ces engagements. Donc récemment, l'écolabel européen, mais aussi sur le volet alimentaire, un certain nombre de labels dont on pourra reparler, le label de la Surfrider Foundation, le label Green Food, mais également une récompense des acteurs du tourisme durable sur le volet alimentation durable. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ton engagement sur ces sujets-là, et puis comment tu as réussi à faire bouger ta structure? Je le rappelle, ça comprend quand même un hôtel 4 étoiles, 2 restaurants, une thalassothérapie, donc c'est juste tout ça. Voilà, comment tu t'y es pris, et puis peut-être un peu des actions emblématiques que tu as pu développer. Alors effectivement, la genèse de ce projet, ça a été 2020. Moi, j'ai pris la direction de l'établissement en février 2020. Donc, un mois après, j'ai vécu un nouveau cycle. Et ce qui a été intéressant, c'est que ça a accéléré le projet que j'avais imaginé pour cet établissement. On est sur une destination qui est extrêmement privilégiée, l'île de Ré, sur un territoire, La Rochelle, qui est engagé, avec une région Nouvelle-Aquitaine qui est aussi engagée sur le développement durable. Et l'échange que j'ai eu avec mes propriétaires, qui possèdent également 3 autres centres de thalassothérapie, qui sont aussi engagés dans la protection des océans depuis très longtemps, c'était de se dire, on a 2 axes. Soit on continue comme avant, ou soit on prend l'axe de l'écologie, de l'environnement, qui est complètement en adéquation avec notre métier, qui est le soin par l'eau. Et il m'a suivi sur ce projet-là avec l'objectif de devenir effectivement la première thalasso éco-responsable. Je me suis appuyé sur les 3 points forts de l'établissement. Le premier, c'est l'environnement, la localisation du site. Le deuxième, c'est la gentillesse du personnel, donc l'aspect RSE. Et le troisième point, c'était la qualité de la table. Et donc, mon plan d'action s'est engagé sur cette démarche-là. Donc, on a donné une vision
validé par les propriétaires, partagé avec l'ensemble des équipes, ce qui a permis de fédérer l'ensemble des collaborateurs et ensuite de phaser nos actions en fonction de nos points forts. Et puis, après de nombreux échanges avec les parties prenantes du territoire, notamment, on s'est aperçu que il y avait une espèce de dynamique autour de cette thématique. Et puis notre établissement, qui est quand même un établissement effectivement assez important, il y a 130 collaborateurs à l'année. On est sur un site de 5 hectares, ouvert à l'année, était aussi une mise en lumière par rapport à toute la démarche. Et au niveau du restaurant, on a travaillé sur plusieurs axes, parce qu'une des difficultés, vous l'avez très bien dit, la restauration, c'est à l'origine pas une philosophie qui est forcément ancrée sur l'environnement, sur la slow life. Donc, alors que sur mes équipes de la Thalasso, c'est beaucoup plus naturel. Ce qu'on a commencé par faire, c'est former nos équipes à la restauration durable pour pouvoir effectivement leur présenter la démarche, comprendre les objectifs de la démarche et ensuite engager un plan d'action pour pouvoir obtenir des résultats dans le cadre de cette démarche globale. Et on s'est appuyé sur 4 axes nous, globales: la biodiversité, l'écotourisme, l'énergie-climat et le 3e point qui est la sobriété numérique. Et donc dans cette démarche-là, on a commencé par faire un audit sur notre restauration. Alors on avait de la chance parce que notre responsable de la restauration est engagé dans la démarche zéro déchet. Notre chef est végétalien et donc il y avait quand même une sensibilité et donc ils étaient assez ouverts sur cette démarche. Ils étaient déjà là, mais ils attendaient qu'on les amène vers ce projet-là qu'ils attendaient depuis longtemps. Et donc effectivement, ça tombait bien parce que pour eux, c'était l'opportunité de pouvoir apporter une vraie signature. Et au terme de cette première étude, ce premier audit qu'on a réalisé, j'ai découvert des équipes qui se sont découvertes autour de ces thématiques-là. On redécouvert aussi le plaisir de travailler les bons produits, de les sourcer, de retrouver du sens aussi dans une période où c'était un peu compliqué, surtout en restauration. Moi, je leur ai fixé un cadre. Je leur ai dit, écoutez, on va travailler sur du frais local de saison, très basique. Pour nous, notre signature, c'est la mer pour inspiration. Les clients qui viennent sur l'île de Ré veulent boire de la mer, manger de la mer, voir de la mer. Et autour de ça, de ce cadre, à l'intérieur plutôt de ce cadre, je vous laisse vous exprimer pour que on ait cette signature avec l'objectif, comme tu le disais, d'obtenir des labels qui nous permettent d'avoir des engagements et une charte à tenir et donc des objectifs. Et puis avec des objectifs encore plus forts d'obtenir, pourquoi pas à terme, l'étoile verte Michelin. Voilà. Et voilà comment s'est fait ce projet qui s'est fait plutôt naturellement finalement. On a obtenu assez rapidement en 2021, je crois, une première récompense qui était label de la restauration durable. Et j'étais content parce que c'était la restauration qui était vraiment en difficulté. Année Covid 2020-2021, on n'avait pas grand monde en termes de collaborateurs. Et c'est vrai que les équipes étaient vraiment en difficulté. Et je trouve que c'était une belle valorisation de leur métier. Et ça leur a donné espoir dans ce projet qui était porté. Alors, on parlait de l'économie, mais je parlais aussi, moi, de la qualité, de travailler des produits de qualité. Et à partir du moment où on travaille des produits de qualité, on peut valoriser, on prend du plaisir à travailler et on peut les valoriser aussi en termes de prix et économiquement avec toute la démarche qu'on engage sur la restauration durable. Je suis complètement d'accord, on s'y retrouve au final. Donc on s'y retrouve d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue économique. Donc
c'est comme ça qu'on arrive à emmener les équipes sur ce projet-là. Et en termes d'actions un peu concrètes que tu as initiées, en termes peut-être de fournisseurs, de changement des menus, est-ce qu'il y a des choses un peu emblématiques que tu as faites? Alors on a commencé par sourcer nos fournisseurs. On avait un problème avec un des fournisseurs, un ostréiculteur. Alors nous, c'est 4 tonnes de coquilles d'huîtres à l'année. Et en fait, notre fournisseur historique ne voulait pas reprendre nos coquilles d'huîtres. Donc on a commencé par changer de fournisseur d'huîtres parce que le fournisseur historique ne voulait pas évoluer. On en a trouvé un qui était complètement dans la démarche. Et on a engagé, en fait, on a eu le courage aussi, parce qu'il faut prendre des décisions, de se couper de fournisseurs historiques qu'on était prêt à accompagner, mais qui n'étaient pas dans cette démarche-là, et justement de valoriser des fournisseurs qui allaient dans cette démarche. On a travaillé aussi avec des maraîchers locaux. On a installé des ruches aussi sur l'établissement. Au niveau de la carte, on a eu des engagements assez forts. Je vois pour le petit déjeuner, par exemple, on fait nos yaourts maison, nos confitures maison, notre pâte à tartiner maison, notre caramel beurre salé. On ne fait pas de saumon, parce qu'on connaît aussi l'origine du saumon. On ne met pas de champagne. Au petit déjeuner, on va mettre le trou chemise local. Donc on va complètement dans cette démarche-là. Sur la viande, et effectivement, la viande est un gros sujet en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous, on a une particularité, c'est qu'on a une clientèle curiste Thalasso sur une semaine qui a une moyenne d'âge d'environ 65 ans. Du dimanche au samedi matin. Mais à partir du vendredi, on a une moyenne d'âge de 30 ans. Et nous, on était prêts à réduire encore plus notre viande sur la carte. On a fait des essais. On a réussi à maintenir la proposition de viande que 3 fois dans la semaine. C'est plutôt une bonne chose. Et on a fait des petits essais là-dessus. Après, sur cette philosophie-là aussi, on travaille beaucoup sur la réutilisation de nos déchets, notamment sur nos cocktails, comment retravailler aussi les matières premières. Mais on a aussi mis en place le plateau de fruits de mer des 4 saisons, parce que les langoustines ne sont pas aussi bonnes toute l'année. On travaille aussi sur du homard bleu de Bretagne et pas sur le homard toute l'année. Enfin voilà, on a eu des partis pris, mais qui étaient en adéquation avec la philosophie globale du site, et pour le coup cohérente par rapport à la clientèle qu'on accueille. Merci Sylvain. On va passer sur notre dernier intervenant. Philippe, donc au niveau de Cap Cabane, on peut dire que tu es quand même un lanceur d'alerte sur ces sujets autour du développement durable, du changement climatique, etc. Avec effectivement ce projet d'initier un lieu d'accueil touristique un peu particulier, un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la philosophie, la genèse de ce projet-là, et puis nous expliquer ce que tu proposes pour le coup aussi à tes clients sur ce sujet de l'alimentation pour être au plus proche du terrain? Oui, Cap Cabane est né il y a une quinzaine d'années, en particulier suite à la lecture de Jean Covici, où j'ai pris conscience de ce qu'était l'énergie, de ce qu'elle pouvait nous apporter autour que représente un verre d'essence. C'est 8 heures de travail d'un Sherpa en montagne. Aujourd'hui, pour alimenter un aspirateur, il nous faut 10 personnes derrière un vélo pour le faire fonctionner. Pour faire fonctionner un tracteur qui va nous ramener du blé, qui va nous aider à fabriquer tous les légumes, c'est 600 personnes derrière, c'est 600 cyclistes. Donc cette énergie était importante, et c'était la prise de conscience qu'on allait en avoir de moins en moins, qu'elle allait être de plus en plus chère, et qu'elle allait être de plus en plus polluante. Donc comment faire pour proposer un système de vie concevable, agréable, mais qui consomme entre 3 ou 10 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Donc naturellement, le côté bio, local, s'est imposé.
Où fixer le critère? Comment fixer les critères? Il y a 15 ans, on n'avait pas la chance d'avoir des bureaux d'études qui pouvaient nous accompagner, ou très très peu. Moi, je m'étais dit, il faut que j'arrive à fonctionner au minimum avec une énergie 3 fois plus chère qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, le gasoil était à 1 euro. On s'en approche petit à petit des 3 euros. Et la cible était 10 fois que je puisse fonctionner sur certains éléments avec une énergie 10 fois plus chère. Donc, par exemple, donc Cap Cabane, c'est une... je n'ai pas expliqué ce que c'était Cap Cabane. Cap Cabane, c'est un camping de 13 cabanes, pas tout à fait dans les arbres. Elles ont été travaillées par une architecte qui a repris la forme de la pigne de pin. Donc, ce sont des cabanes qui font 8 mètres de haut, avec un toit en verre qui permet de regarder les étoiles la nuit. On est au milieu d'un parc de 12 hectares où passe une rivière sur 600 mètres de long, et on est en bordure de zone Natura 2000. L'idée, assez rapidement, pour économiser l'énergie, c'était de changer d'angle plutôt que de freiner. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme tourisme durable, parce que c'est durer un petit peu plus, mais c'est prendre le mur quand même. C'était changer d'angle, donc faire autrement. Donc, autour de faire autrement, assez rapidement est venue l'idée de la mutualisation. Par exemple, dans nos cabanes, qui sont faites sur 3 étages, vous retrouvez des toilettes, un petit lavabo, une zone détente à Mac Transat, et ensuite la chambre avec le fameux toit en verre. Et tout ce qui est douche sanitaire, en dehors du toilette, est regroupé dans un bloc central où chaque cabane trouve une douche privative, mais dans un bloc commun qui, lui, est alimenté en solaire. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'électricité, ou très très peu, pour passer à peu près 80 douches par jour. Je ne consomme rien. Donc je suis beaucoup moins paniqué que d'autres sur l'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui. L'électricité que j'utilise, c'est simplement la pompe qui fait circuler en fait les liquides solaires pour réchauffer l'eau. Donc là, on atteint le coefficient 10, c'est-à-dire que même une électricité 10 fois plus chère, je pourrais continuer à fonctionner comme ça. Ce qui me coûte le plus cher, c'est la pompe de la piscine, puisqu'on a une piscine naturelle sur le site, c'est-à-dire une piscine où l'eau est filtrée par les plantes. Là également, c'est un changement. Ça veut dire qu'il faut que le vacancier accepte aussi d'avoir une piscine un petit peu plus glissante. On a fait le choix de mettre des poissons assez fragiles dans la piscine, que sont des goujons et des verrons. Je ne sais pas si vous connaissez ces variétés-là. C'est pareil, c'est un changement. Il faut accepter de se baigner avec une dizaine de petits poissons dans cette piscine. Ça effraie parfois au départ certains, et on se rend compte que les enfants passent des heures à observer ces poissons, à leur parler. Après, on a un poisson un petit peu plus gros qui est devenu une star sur Internet, qui s'appelle Bubule. C'est incroyable. Les gens reviennent, il a 8 ans maintenant, et les gens reviennent pour revoir Bubule. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. On a voulu regrouper le pôle restaurant, puisqu'il y a un petit restaurant et une cuisine commune où chacun retrouve effectivement son frigo, mais toujours cette idée de mutualisation, et ce qui crée également un lieu de rencontre. On voit ces externalités positives, c'est-à-dire en essayant de mutualiser, de changer un peu les choses, on trouve des externalités positives, des avantages à ces systèmes-là qui peuvent être économiques. Mais là, entre autres, les vacanciers se retrouvent, créent amitié, et ça leur permet de passer de bonnes vacances. Au niveau restaurant, on a souhaité changer également les choses. On ne propose qu'un seul menu par jour et un menu végétarien en parallèle. Et ce menu change tous les jours. Donc, pour gérer le gaspillage, on a souhaité qu'on ne fonctionnait que sur réservation. Donc, la personne doit réserver forcément son restaurant. Moi, je sais le midi combien j'aurai de personnes en service le soir. Donc, je ne vais pas avoir de déchets. On fixe l'horaire aussi pour travailler du frais, pour ne pas avoir trop de maintien au chaud qui peuvent être... qui n'apportent pas grand-chose, qui surcuisent les aliments. On travaille avec des produits bio, locaux, pas tout, le café, le chocolat, tout, voilà. Et on essaye de maintenir un prix de menu à 17 €. Donc pour ça, en ayant des produits bio locaux, si on garde les habitudes de restauration, c'est pas possible. Donc on a choisi de mettre personne en service.
Donc les personnes viennent nous commander au comptoir, puisqu'ils nous commander. Il n'y a que 2 menus, hein, le menu carné, on va dire, et le menu végétarien. Et ensuite, il y a les boissons, vin ou autres. Et c'est également eux qui nous ramènent leurs assiettes sales pour récupérer leur dessert, par exemple. C'est vraiment un changement d'habitude. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ça et ça ne peut pas se faire dans tous les endroits. On l'explique sur la carte. On vous demande un petit effort et nous, en compensation, voilà, on a fait attention à ce qu'on vous mettez dans l'assiette. Et ceux qui ramènent l'assiette de dessert, on leur offre un petit digestif. Mais ça, on ne le dit pas parce que c'est la surprise. Mais dès que le premier a ramené son assiette et a eu son petit digestif, les autres le ramènent très, très rapidement. Et en termes justement d'approvisionnement, qu'est-ce que tu as imaginé justement pour pouvoir faire bénéficier à tes clients de bons produits locaux, bio? Comment tu t'y prends? Alors, on fonctionne avec les maraîchers locaux. Quand on ne trouve... Alors, on n'est pas tout le temps bio sur les locaux, parce qu'on a choisi également de travailler avec un ESAT, c'est un centre d'aide par le travail pour les travailleurs handicapés, qui est en maraîchage bio, mais qui sur du vin n'est pas en bio. Ça leur donne trop de contraintes. Je les connais, donc j'accepte voilà, c'est un gap qui pour moi n'est pas important. Quand on connaît celui qui nous fournit les choses, voilà. Je vais chercher du bio quand on va être sur du café, du riz. Dès que je connais plus le producteur, c'est une contrainte entre guillemets qu'on s'est fixée. On a une ferme aussi qui s'est installée en face de chez nous et on fonctionne énormément avec eux. Et puis le boucher local, puisque nous on a une appellation bœuf de Bazas, donc le bœuf qui est celui qui consomme le plus de CO2 versus les viandes blanches. Ce qui est important là-dedans, c'est pas tant le prix en fait des choses. Une courgette, 1 kilo de courgette à 1 euro chez le supermarché, je sais pas, je cite pas, mais ou Leclerc ou autre, ou des courgettes à 3 euros le kilo. Dans mon assiette, ça c'est pas grand-chose au bout puisque je vais en mettre 40 centimes, 40 grammes, donc je vais passer de 10 centimes à 25 centimes. Et si je regarde sur l'année, ça fait quoi, 500, 1000 euros sur toute une année. Donc c'est pas grand-chose versus des avantages que je peux avoir de travailler en local. Si j'ai plus de courgettes, un dimanche après-midi, mon petit maraîcher local, il va aller me chercher des courgettes. Et c'est également, de consommer en local, c'est également imaginer la vie qu'on veut voir autour de nous. Hier, j'étais justement à jouer au paddle avec mon maraîcher. Les apéros, c'est important aussi. Mais tout ce qui est local, ça permet ça. Ça permet cette autre idée de la vie. Du coup, on se déplace moins, on a moins besoin d'aller en Martinique ou autre pour ses vacances. On crée autour de nous un peu tout ce qu'on souhaite voir. Un temps, je fumais. Et on me disait, mais pourquoi tu fumes et tu manges bio? Mais je ne mangeais pas bio pour ma santé. Un peu, oui, mais c'était pour créer ce monde autour de moi. Bon, j'ai arrêté de fumer depuis. Tu m'as dit justement, en fait, ce qu'on essaye d'expérimenter, c'est de montrer qu'il y a une autre vie, voilà, qui s'invente ici et que peut-être parce qu'on va en vacances développer d'autres habitudes alimentaires, on va avoir envie de les ramener chez nous et peut-être faire bouger un petit peu nos pratiques, même au retour. C'est un petit peu ça aussi l'idée? C'est se rendre compte que c'est possible. Par exemple, en termes d'activités, puisqu'on a fait le choix de mettre des activités en place sur juillet-août, surtout à destination des enfants, mais il y a pas mal d'adultes qui les font. On fait par exemple une balade de nuit sans lumière dans la forêt. On expérimente vraiment, vraiment autre chose. Et j'ai, sur une fin de séjour, un papa qui venait régler sa note restaurant et son fils à côté qui lui dit « Papa, j'ai oublié de sortir la PlayStation ». Ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs d'enfants. Voilà. Et le papa m'a dit « Mais vous avez tout gagné ». En fait, l'enfant a oublié pendant une semaine de sortir ça. Donc, ça lui a montré que c'était possible. On s'est inscrit également avec le département, la région, sur du tourisme social et solidaire. C'est-à-dire, c'est le département qui accompagne des familles avec des assistantes sociales, des familles en difficulté financière à venir prendre des vacances chez nous. Et il y a une maman qui nous a dit, c'est la première fois de ma vie que je vois ma fille de 12 ans sage. Je ne l'avais jamais vue. Il y a eu un phénomène de mimétisme avec
les autres familles. C'est quelque chose d'assez intéressant en termes d'engagement, c'est de montrer aussi que le social et l'environnement, ça fait partie des choses qui doivent aller ensemble, hein, et qu'on ne doit pas être que sur un de ces piliers-là. Par contre, je me doute que c'est quand même pas tous les jours facile de dire ok, on va s'approvisionner en local, on va manger de saison. On peut très bien s'imaginer que quand passe la belle période, ça peut être tout de suite plus compliqué, même pour arriver à soit à trouver, soit à convaincre les touristes de manger peut-être des choses plus répétitives. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, en quelques mots, on passera ensuite à Sylvain aussi, parce que je suppose qu'il y a des choses qui se regroupent, mais peut-être Philippe. Alors j'avais listé mes difficultés, mais ce qu'a commencé à dire Sylvain tout à l'heure, c'est effectivement en local, au niveau des appros, on n'a pas tout le temps tout ce qu'il nous faut. Il suffit qu'il y ait une maladie qui aille dans la pomme de terre de l'ESAT et je me retrouve sans pomme de terre. Il faut retrouver des nouveaux fournisseurs. Il a dit également, c'est réapprendre à cuisiner. Moi j'étais dans les télécoms avant, donc rien à voir. Je ne suis pas vraiment cuisinier et aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs font appel aux produits sous vide, tout prêt, c'est plus simple, on trouve des marges beaucoup plus simples, il y a moins de difficultés à faire ça. Et il y a la réglementation quand même qui est assez compliquée. Nous, en dehors, par exemple, du fait que l'ARS nous embête énormément sur la piscine naturelle parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y ait des poissons. Mais c'est vrai, on a une injonction à fermer l'été prochain. On a une ferme juste à côté avec un poulailler de 250 poules. Et la réglementation m'interdit de leur prendre les œufs puisqu'il faut aller sur les poulaillers. Voilà. J'ai eu des vérifications des GCCRF. Et heureusement que les personnes vérificateurs étaient bienveillantes. Souple, parce que j'aurais pu avoir une amende parce que le basilic de ma salade de tomates venait de mon jardin. Elle n'avait pas de traçabilité code barre, je n'avais pas le droit de le faire. Donc ça fait partie des difficultés. Juste que je me souvienne un petit peu quand même. Donc il faut réapprendre aussi les saisonnalités, faire accepter aussi aux voyagistes qu'on ne peut pas leur donner 6 mois à l'avance le menu de ce qu'ils vont avoir. Mais c'est une vraie difficulté. Une dernière difficulté qui est plus liée au marketing, c'est ne pas basculer sur venez chez moi faire un séjour au zéro carbone avec Alibert Trekking sur les vacances à vélo qu'on a mis en place. Je ne pense pas que l'avantage client zéro carbone c'est venez faire des vacances en vélo en famille. Ça, c'est beaucoup plus vendeur. Ne pas basculer sur... c'est un avantage technique, le zéro CO2. Ce n'est pas un avantage client. Très bien. Peut-être Sylvain, pour compléter, toi, je crois que ça fait à peu près 38 000 couverts à l'année. On s'était dit ça. Du coup, toi aussi, ça ne doit pas être évident de pouvoir t'approvisionner en local. Enfin, comment est-ce que tu as des difficultés spécifiques aussi dans ce chemin, en quelques mots? Effectivement, au niveau de l'approvisionnement, ça demande beaucoup d'énergie, et d'énergie humaine, d'aller se sourcer, prendre du temps, d'aller trouver les bons fournisseurs, s'appuyer sur des fournisseurs qu'on va pouvoir garder à court, moyen, long terme. Ça a un avantage, comme tu le disais à l'instant, sur le fait d'être approvisionné assez facilement parce que la proximité. Et en même temps, nous on le voit, on est sur un territoire où c'est difficile de cultiver des terres à l'année parce qu'il faut se loger. Et on a eu l'exemple de notre super maraîcher qu'on avait à Sainte-Marie et qui malheureusement n'a pas pu poursuivre son projet. Et donc on a dû trouver un autre fournisseur. Et ça demande beaucoup d'énergie pour le chef, ça demande beaucoup d'énergie pour les équipes. Et ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc il faut réussir à maintenir cet engagement-là. Après, il y a aussi une histoire de choix aussi. Parfois, on a plein d'envies, on a une philosophie qu'on essaie de respecter, et puis il faut aussi que, par rapport à la clientèle qu'on reçoit,
être capable de leur expliquer, puis qu'ils comprennent. Et c'est vrai que le dernier exemple en date, nous on a été camp de base de la Coupe du Monde de rugby, on a reçu la Géorgie, donc des rugbyman géorgiens. Je pense qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a explosé en un mois tout ce qu'on avait fait sur une année. Et là, malheureusement, c'est de réussir à maintenir des équipes dans cette énergie, alors que parfois, c'est vrai qu'on doit aussi prendre des décisions. Donc, il y a cette notion d'énergie et de philosophie, mais qui, à terme, est forcément bénéfique. Je me dis qu'avec des personnalités comme vous, je suis sûre que ça tient dans le temps. Mais bon, ne vous essoufflez pas trop. Peut-être, Eva, pour terminer, quels conseils, toi, tu pourrais donner peut-être à des structures, à des personnes qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là? Par quoi commencer, peut-être? Ou voilà, quelques conseils. Alors, nous, évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir le maximum d'impact, donc de s'adresser à tout le monde. Donc, je le redis, tous les restaurateurs peuvent vraiment faire une grosse différence. Mais la première chose à faire, c'est de mesurer. Pour savoir à quoi s'attaquer en premier, il faut d'abord savoir sur quoi on est déjà bon et sur quoi on est peut-être un petit peu moins bon. Et ça fait aussi du bien moral. On a pour l'instant quasiment jamais rencontré un restaurant qui soit mauvais partout. Donc ils ont quand même toujours une force. Et ça fait du bien de s'appuyer dessus. Mais il faut encore l'identifier. Et pour ça, il faut vraiment prendre le temps, se comparer aux autres, savoir un petit peu comment on se positionne par rapport à d'autres. Là encore, avantage du carbone qui est une donnée objective quand on la ramène au nombre de couverts. Donc, on peut vraiment facilement comparer deux restaurants. Je dirais que la principale difficulté qu'ont les restaurateurs, c'est le fait qu'ils aient chacun 10 casquettes, comme vous le savez bien sûr. Ils ne sont pas seulement restaurateurs, mais ils ont aussi le métier de gestionnaire, le métier de RH, etc., le métier de directeur des approvisionnements et des achats. Et le plus compliqué, c'est d'arriver à y passer du temps. Donc, je pense que c'est vraiment une question de volonté. Nous, on voit qu'à partir d'1 heure par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, 1 heure par semaine, si le restaurateur se dédie 1 heure par semaine sur le sujet, à réfléchir et à essayer de mettre en place des actions sur cette heure-là, on voit vraiment des résultats chiffrés sur ce qu'il peut mettre en place dans son restaurant. Néanmoins, ça reste 1 heure par semaine et il y en a qui sont toujours en train de courir, et donc c'est un peu ça la difficulté. Merci beaucoup à vous trois pour ces interventions. En tout cas, on voit qu'il y a des vraies histoires de personnes et d'engagement derrière tout ça. Et moi, j'y crois beaucoup en fait à toutes ces petites graines qu'on est en train de semer tous ensemble sur ce sujet-là. Merci beaucoup.